vous propose ici une introduction aux machines tournantes électriques. Donc, on va revoir un petit historique des machines tournantes électriques. J'aurai besoin, je vais m'en servir de quelques éléments d'électromagnétisme, donc ce n'est pas un cours, ça restera très très vague. Ensuite, je parlerai des généralités sur les machines tournantes, les histoires de plans couple-vitesse et les associations machines-convertisseurs. Dans cette première vidéo, je vais uniquement m'intéresser aux 3 premiers éléments avant d'attaquer sur une deuxième vidéo les généralités sur les machines tournantes. Alors, on va essayer de voir pourquoi ça tourne effectivement, quels sont les éléments physiques qui font qu'une machine tournante électrique tourne. On verra les notions de couple utile, couple moteur, couple résistant pour que tout ça, ça soit bien clair dans notre tête. Et la notion de couple d'accélération. Les cadrans de fonctionnement d'une machine aussi, il faudra être assez clair là-dessus. Et on parlera très rapidement des différents moteurs qui existent, moteur pas à pas, moteur à courant continu, moteur à courant alternatif. Et puis, on précisera ce que c'est qu'un motovariateur. Ici, assez peu de choses compliquées, uniquement du vocabulaire et des notions à connaître, y compris, donc si ça tourne, la notion de moment d'inertie qu'on essaiera de voir ensemble et la dynamique d'un moteur, puisque finalement, quel que soit le moteur, on aura les mêmes équations mécaniques. Donc les objectifs, c'est les bases des machines tournantes électriques, avec l'historique, les quelques éléments d'électromagnétisme, comme déjà dit, des généralités sur les machines tournantes, les différents types de moteurs, le plan couple-vitesse et les associations machines-convertisseurs. Voilà le plan du cours. On est toujours dans notre cycle convertir, donc convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Pour cette vidéo. Alors, un petit mot, j'aime toujours bien reprendre aussi souvent que je le peux un peu l'histoire des sciences et l'histoire des machines électriques et en gros quels sont les personnages qui ont œuvré et qui nous ont permis d'avancer. Alors, les premières expériences où on peut essayer de parler de machines tournantes, c'est une expérience réalisée par Michael Faraday. Il faudrait un jour que je fasse un exposé sur la vie de ce gars-là qui est vraiment intéressante. Alors, l'idée, vous voyez, vous avez ici un récipient rempli de mercure dans lequel on a mis une tige de fer reliée à quelque chose de mobile, ici à un fil. Donc, il y a une mobilité possible entre cette tige de fer et une partie rigide ici qui vient aussi plonger dans le mercure. De l'autre côté, on a inversé, c'est-à-dire que c'est la tige qui plonge dans le mercure qui est mobile. Et vous avez ici une partie fixe d'une tige qui est dans le mercure. On fait circuler un courant d'un bout à l'autre et on se rend compte que, eh bien, ça tourne autour de la partie fixe. Et donc, il se passe des choses. Alors, on est loin de pouvoir entraîner une charge mécanique. Je vais pas détailler ici les lois de l'électromagnétisme qui nous permettent d'expliquer ça. Mais bon, visiblement, il y a moyen ici, alors qu'il n'y a aucun mouvement de rotation initialement dans le circuit, il y a juste de l'électricité qui passe d'un côté à l'autre, eh bien, on crée un mouvement de rotation, donc il se passe des choses en rotation autour des fils, visiblement. Ça, c'est l'expérience telle que décrite sur les revues de vulgarisation de l'époque, et ça, c'est le montage de Michael Faraday. Voilà, donc ce qu'on peut dire là-dessus. Autre élément qui est pris en compte après, alors c'est l'expérience du Danois Ørsted, qui fait le lien entre l'électricité et le magnétisme. Il remarque en particulier que lorsqu'il fait passer du courant sous une aiguille aimantée, donc sous une boussole, eh ben la boussole dévie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant, finalement, il crée vraisemblablement une perturbation du champ magnétique ou un champ magnétique et que on est capable avec de l'électricité, de produire un effort mécanique. Il y a donc un lien entre l'électricité qui circule et un effort mécanique qu'on peut obtenir donc sur une aiguille aimantée. Alors ensuite, on a tout un tas de personnages qui vont travailler sur tout ce qui est les fondements de l'électromagnétisme. Donc le français Ampère, l'anglais Faraday, l'allemand Gauss, je crois, Lorentz aussi, j'en suis pas certain, donc qui vont travailler sur tout ce qui est
l'électromagnétisme d'une manière générale. Là encore, je ne vais pas revenir sur leurs travaux, mais il faudra presque une bonne 50aine d'années pour que tous ces concepts prennent vie. On a Pierre-Simon Laplace qui nous fait une expérience extrêmement intéressante, qui vient compléter celle de Strud, qui consiste à faire circuler un courant dans un champ magnétique. Et là, il arrive à nous montrer que on a un effort qui est proportionnel à la longueur de la tige, qui est proportionnel à l'intensité du courant, qui se trouve qu'il est perpendiculaire au champ magnétique et à la circulation du courant. Voilà, il nous sort ces petites choses-là. On a le dieu de l'électromagnétisme, voilà, c'est Maxwell, qui reprend tous les travaux de ses prédécesseurs et qui, sous la forme de 4 équations, qui sont les équations de Maxwell, nous pose les fondements de l'électromagnétisme. Ce qui est rigolo et ce qu'on peut dire, c'est que quand il sort ces équations sur l'électromagnétisme, il fait apparaître une constante qui est celle de la vitesse de la lumière, quelque part. Alors, elle est planquée, je sais plus, dans mu0 ou quelque chose comme ça. Enfin, faudrait que je vérifie un petit peu ça, j'en suis pas sûr. Enfin, dans ces équations, il y a une constante qui est la vitesse de la lumière, et il se dit, mais moi, je fais de l'électromagnétisme, je fais pas de la lumière. C'est bizarre, cette constante, voilà. Donc, il planque un peu ses résultats, pensant qu'il s'est planté et que c'est pas possible de trouver dans le magnétisme quelque chose qui se rapporte à la lumière. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces équations ne supportent pas le changement de référentiel galiléen, donc ça aussi c'est embêtant. Et en fait, intrinsèquement, ces équations, elles ouvrent la voie à Einstein derrière et à l'invariance de la vitesse de la lumière, quel que soit le repère. Donc voilà. Donc c'est un grand homme, là aussi, sa vie, elle est très intéressante, elle mérite d'être regardée, voilà. Alors, 1822, la roue de Barlow, c'est le premier exemple peut-être de moteur qu'on a. Alors, on a ici un aimant, un type fer à cheval, voilà, assez connu. Donc, ça crée un champ magnétique. On a du mercure, on a une circulation de courant, donc qui passe de la roue par le mercure. Là, c'est comme ça qu'on arrive à faire passer le courant de quelque chose qui est fixe à quelque chose qui est mobile, et ça tourne. Alors ça tourne, ouais, ça tourne pas, ça fait pas des gros efforts, mais ça tourne. Encore une fois, à partir d'un courant, on arrive à produire un mouvement de rotation. Ensuite, on améliore un petit peu le système, donc on voit maintenant comment on va faire des électroaimants. On a l'idée ici du collecteur, que j'explique assez clairement, je pense, sur comment dire, mon cours sur les moteurs à courant continu. Donc, on a déjà le collecteur, on a l'électroaimant, on a quand même les premières choses. Et puis surtout, on se rend compte de la réversibilité des moteurs. C'est-à-dire que là, ça commence à devenir bigrement intéressant. Non seulement on arrive à faire tourner quelque chose avec de l'électricité, mais avec lorsqu'on fait tourner, on arrive à produire de l'électricité. Donc ça, c'est quand même super intéressant. On améliore un petit peu ce système-là. Là, on voit à nouveau notre électroaimant. On voit comment il va entourer le rotor. Donc là, on a les premiers stators inducteurs qui sont bien visibles. Et on retrouve notre collecteur. Ici, on retrouve nos bobinages. On voit un petit peu tout ça. Et puis là, on a donc les premières applications industrielles qui sont résumées ici. On peut avoir donc une alimentation électrique qui va faire tourner dans un atelier un tas de machines électriques. Et donc le gros avantage de ça, c'est ce qu'on appelle la transmission de la force, c'est-à-dire qu'on a une cascade, une rivière sur laquelle on va mettre une roue à eau qui va entraîner une dynamo, et plus loin, on va pouvoir faire tourner plusieurs moteurs voilà, sans avoir l'obligation de se mettre directement à proximité de la source d'énergie mécanique. Et ces plusieurs moteurs, en plus, on n'a pas besoin de toute une histoire de réducteurs et de choses comme ça. Il suffit d'avoir les bons moteurs adaptés pour faire tout le travail qu'on a besoin de faire. Voilà pour le petit historique que je voulais présenter. Alors, quelques éléments d'électromagnétisme. Alors ici, c'est pas simple, parce que bien évidemment, je veux pas faire de cours d'électromagnétisme. Déjà, c'est pas mon domaine de prédilection. Et bon, pourquoi pas, je pourrais faire des petites vidéos, mais il faudrait que je prépare ça beaucoup plus sérieusement. Mais si on parle machine électrique, on a besoin d'avoir 2 ou 3 notions en tête.
Alors la première notion, c'est un peu la notion d'électroaimant, qu'on va résumer ici. Alors on prend un bout de fer, on fait un bobinage autour, on a peut-être tous fait plus ou moins ça, on prend un clou, on prend du fil, on tourne autour du clou, et puis on fait passer du courant, et on a un électroaimant. Alors ça passe par les lois d'Hopkinson, qui vont nous dire que quelque part, on a ici une pseudo-loi d'Ohm, hein, si on dit que ça, c'est mon générateur, Eni, hein, on dit souvent les ampères tours, quand le flux, donc ça serait le courant, voilà, et les résistances, les reluctances, ici, pour le circuit magnétique. Bon, encore une fois, ça demanderait un cours complet, et on remarque que le flux, hein, donc le flux, c'est le champ magnétique B multiplié par la section par lequel il passe, hein, donc là, il y a à connaître les notions de flux, évidemment. On se rend compte qu'il est proportionnel à I, et puis que la reluctance de l'air est beaucoup plus grande que la reluctance du fer, hein, donc en gros le fer est conducteur de champ magnétique et pas le fer. Donc en fait, pour des ampères tours donnés, c'est la valeur de l'entrefer qui va imposer le flux, donc le champ magnétique. C'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire que voilà, si je relie tout ça, bah, j'ai un entrefer qui est nul, et quelque part je fais un court-circuit magnétique, voilà, donc avec très très peu de courant, j'ai beaucoup de flux, mais du coup je le maîtrise pas bien. Donc on retient, ce qui est important, c'est que la circulation d'un courant dans un circuit magnétique crée un flux magnétique, donc c'est l'électroaimant, hein, tout simplement, et que donc dans cet électroaimant, j'ai une histoire de flux qui est inversement proportionnelle à l'épaisseur de l'entrefer et l'intensité I, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai une intensité, un entrefer qui est donné, c'est mon intensité qui gère le flux, ou lorsque l'intensité est fixée, c'est l'entrefer qui gère le flux, hein. C'est la même chose, voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément comment ça se passe. Donc, en mettant le champ magnétique B en fonction de l'excitation magnétique H. Alors, si j'augmente l'excitation magnétique, bah, le champ magnétique augmente. Hein, et puis, si on continue à augmenter H, eh ben, on va arriver dans une zone de saturation. Et donc, on va séparer ça en deux zones. Une zone linéaire dans laquelle on a proportionnalité entre l'excitation magnétique, c'est-à-dire en gros le courant I, hein, et le champ magnétique créé, et une zone où on est saturé. Donc, il y a un moment, ça ne sert plus à rien d'augmenter le courant. Les propriétés, alors cette courbe-là, elle est liée aux matériaux ferromagnétiques utilisés, et ça va changer, la pente va changer d'un matériau à l'autre, voilà. Et la valeur maximum du champ qu'on peut avoir va changer également. Ce qui va changer aussi d'un matériau à l'autre, ferromagnétique, c'est lorsque je vais réduire mon excitation magnétique, eh ben, je vais pas reprendre exactement le même chemin que celui que j'ai pris lorsque j'étais en phase d'augmentation du courant. Et du coup, lorsque j'ai plus de courant, il me reste une petite ici excitation, un petit champ magnétique alors que j'ai plus d'excitation. Et ça, bah, c'est le fait que quand j'aimante du fer, eh ben, je retire mon aimantation, mon fer reste légèrement aimanté. Hein, c'est ça l'idée. Donc en fait, quand on crée un électroaimant, eh ben, quand on coupe l'alimentation de l'électroaimant, le fer reste un petit peu aimanté. Là aussi, d'un matériau à l'autre, l'épaisseur ici du cycle d'hystérésis va changer. Voilà. Pareil, je peux pas aller trop loin dans l'énoncé, mais on appelle ça le champ rémanent, donc le champ qu'il reste lorsqu'il n'y a plus d'excitation magnétique. On va aussi se servir de la loi de Lenz-Faraday, qui nous dit que lorsqu'on a une spire ou un bobinage qui est mobile dans un champ magnétique, ou si la spire est fixe et que c'est le champ magnétique qui bouge, bref, que quand il y a un truc qui bouge dans un champ magnétique, les mouvements étant relatifs, eh ben, je vais avoir la création d'une force électromotrice. On dit parfois force contre-électromotrice puisqu'il y a un signe moins devant, et qui vaut la variation du flux par rapport au temps. Donc pareil, la notion de flux, on prend la spire, le vecteur perpendiculaire, on fait un produit scalaire avec le vecteur B ici pour avoir une notion de flux. Hein, donc faire bouger une spire dans un champ magnétique, ça crée une FEM, une force électromotrice, ou une FCEM, une force contre-électromotrice, qui est liée donc au nombre de spires et proportionnelle à la variation du flux. Plus ça bouge vite, et plus la force électromotrice E est importante.
Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, on a la force de la place. La force de la place, donc, on va noter F. Hein. Il s'agit donc d'avoir un conducteur, donc ici, qui est soit partant vers le fond, soit ici sortant vers l'avant de l'écran. Et dans un champ magnétique B, on va avoir un effort qui va être noté dF égale IDL vectoriel B. Donc, dF est perpendiculaire à la circulation du courant et perpendiculaire au champ magnétique. Et pour savoir dans quel sens, ben, on a notre produit vectoriel, hein, on prend la règle des 3 doigts. Le premier, ici, c'est le pouce. Le deuxième, c'est l'index. Et le troisième, c'est le majeur. Voilà. Donc la règle des 3 doigts de la main, la règle du tire-bouchon, bah, c'est toujours pareil. Chacun sa règle pour trouver dans quel sens on a. Donc on va avoir des efforts qui vont être donc à ce moment-là représentés ici. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la force est perpendiculaire au sens de circulation à I et à B, ça je l'avais déjà dit, et cette force est proportionnelle aussi à I et à B, c'est-à-dire que si je veux augmenter cette force, j'augmente I, ou j'augmente B, ou j'augmente les deux. Voilà pour ce qui est de cette petite introduction rapide sur les moteurs électriques. La partie suivante donc présentera beaucoup plus rapidement les différents types de moteurs et les généralités, tout ce qu'on peut dire sur les moteurs électriques.